Mais ce soir, vous êtes là et je vous en remercie. Merci aussi à Benjamin Sportouche. Merci pour les vœux que vous m'avez présentés au nom de l'Association de la presse ministérielle. Merci. J'ai bien noté que ces vœux étaient assortis de questions, même multiples. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux et j'essaierai de me conforter au plan que vous m'avez amicalement tracé. Mais parce qu'il ne s'agit pas d'une conférence de presse, permettez-moi quand même de vous présenter à mon tour d'abord mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour vous, pour ceux qui vous sont chers, pour tous ceux qui suivent au quotidien l'activité du gouvernement et de Matignon, avec une pensée évidemment pour vos collègues. Vous l'avez fait aussi, actuellement retenus en otage. Mesdames, Messieurs, c'est un rôle exigeant que le vôtre. Et ce rôle porte en lui une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Cela mérite le respect des responsables publics et je ne crois pas m'être écarté à aucun moment de cette ligne de conduite. J'ai pu effectivement avoir à me plaindre d'une certaine forme de bashing. Mais je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas le héros bashing qui me préoccupe, c'est plutôt le France bashing, que je n'accepte pas parce que notre pays mérite mieux que ces critiques erronées et souvent injustes. 2013, vous le savez, n'a pas été une année facile. La presse, vous l'avez dit, n'a pas été épargnée non plus par ces difficultés. Elle connaît de profondes mutations, elle doit aussi accomplir des efforts considérables d'adaptation. De nombreux médias, dont chacun est un gardien de la liberté d'expression, sont aujourd'hui fragilisés. Ce sont d'ailleurs des sujets sur lesquels nous avons travaillé. Et nous continuerons à le faire, comme tout récemment encore, sur la TVA à taux super réduit pour la presse en ligne. Je vous le confirme ce soir. Vous m'avez posé aussi une question inquiète sur l'avenir du projet de loi sur la protection des sources. Il sera inscrit le 14 mai prochain avec la procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Mais bon, au-delà du cas spécifique de la presse, c'est bien la situation économique générale du pays qui est en cause. Et c'est dans tous les domaines de la vie de la nation qu'il a fallu agir vite et prendre des mesures fortes. Je ne vais pas vous en faire la liste ce soir, vous la connaissez bien. Je souhaite plus simplement, et comme c'est, je crois, le sens d'un échange de vœux, partager avec vous un constat et une conviction. Le constat, c'est que la France est aujourd'hui en passe de s'en sortir. Elle est officiellement sortie de la récession, après 5 années de croissance zéro en moyenne, qui nous fait retrouver à peine aujourd'hui le niveau de richesse du pays de 2008. Les observateurs extérieurs, comme les organisations internationales, prévoient désormais une poursuite de la reprise, avec une croissance de l'ordre de 1% en 2014 et plus ensuite. C'est évidemment une bonne nouvelle pour le pays. Un pays qui vient de traverser la plus longue crise de l'après-guerre. Mais c'est surtout un encouragement, car il reste beaucoup à faire. La croissance et l'emploi sont en effet la clé de tout. C'est grâce à l'un et à l'autre que nous pourrons améliorer la situation de nos concitoyens. C'est donc à ce double objectif que le président de la République m'a chargé, ainsi que tous les membres de mon gouvernement, de consacrer toute notre énergie depuis le premier jour. Et la situation reste encore difficile pour beaucoup de Français. Et notre premier devoir est de penser à ceux de nos concitoyens qui continuent à souffrir de la crise. Car si les choses vont déjà mieux pour certains secteurs, certaines catégories professionnelles ou certaines régions, pour d'autres, la crise est encore là et elle frappe durement. Cette situation contribue fortement à cliver les attentes de la société. Et certains de nos concitoyens subissent la tentation du repli sur soi. Et c'est une vraie menace sur la confiance de nos concitoyens dans leur propre avenir et dans celui de notre pays. Car pour les Français, il ne peut y avoir qu'une France. Et la promesse républicaine doit être la même partout et pour tous. Et c'est la meilleure réponse à toutes les formes de populisme qui prospèrent sur le sentiment d'abandon et le découragement.
Vous m'avez demandé ce qu'était devenu le nouveau modèle français un an après. Je vous remercie de vous en préoccuper. Mais je vais vous rassurer. Le nouveau modèle français, il est au cœur de toute notre politique de remise en marche de la France. Et c'est une exigence, mais qui est une exigence indispensable. Il ne s'agit pas seulement, en effet, de restaurer la compétitivité du pays, mais de le faire tout en préservant un modèle social auquel les Français sont profondément attachés. C'est ce qu'a d'ailleurs rappelé le président de la République dans son message de vœux aux Français. Donc il est bien là, ce nouveau modèle français. Nous le construisons. Car il ne s'agit pas seulement d'assainir notre situation financière, mais de le faire tout en finançant nos priorités que sont l'emploi, l'éducation, la sécurité ou encore la santé. Il ne s'agit pas seulement de réformer ce qui fait le moteur même du pays, l'école, la formation ou les entreprises, mais de le faire au service de l'emploi pour que chaque Français ait sa chance tout au long de sa vie. Certains de nos voisins européens, à qui on nous compare souvent, ont fait un choix, somme toute, plus facile. Celui de financer leurs économies budgétaires par des coupes brutales dans la protection sociale et les services publics rendus aux citoyens. Ce n'est pas notre conception de la réforme, ni l'esprit de la politique que nous menons. Nous prouvons que la modernisation, ce doit être aussi des droits nouveaux pour les salariés, et non pas systématiquement des droits en moins. Nous prouvons qu'on peut être rigoureux dans la gestion publique et en même temps volontariste dès qu'il s'agit du progrès social. Nous prouvons que notre pays peut se réformer dans le dialogue, y compris sur des sujets sensibles, comme les retraites, et sans trahir ce qui fait son modèle et ses valeurs. Et c'est la conception social-démocrate que j'assume totalement et depuis longtemps. D'ailleurs, nous travaillons avec les partenaires sociaux. C'est ce qui a permis bien des réformes et bien d'autres à venir. Je les recevrai ici même le 27 janvier, dans 8 jours. Et nous ferons le point, évidemment. Et je fais aussi confiance à la majorité parlementaire. Et le résultat, c'est qu'en un an, un nombre considérable de réformes ont été menées, y compris sur des sujets où rien n'était joué d'avance. Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit d'ailleurs de voir à quel point les critiques qui nous sont adressées ont évolué. Il ne se retrouve plus grand monde pour écrire, comme il y a un an, que le gouvernement fait complètement fausse route et que la sanction des marchés va tomber très vite. La situation du pays s'améliore à nouveau. Et le gouvernement travaille et la majorité fait bloc autour des grandes réformes. Non, aujourd'hui, la tonalité est plus raisonnable. On se dit, ou en tout cas on se disait avant la conférence de presse du président de la République, que c'est trop peu, que ça ne va pas assez vite, qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Moi, je le prends comme un encouragement, car l'essentiel, à mes yeux, c'est que les choses avancent, c'est que les réformes se fassent, parce que la France en a besoin. La seule issue, c'est l'action, toujours l'action. Les chantiers engagés seront amplifiés en 2014, et le président de la République l'a dit avec force lors de ses vœux aux Français et à l'occasion de sa conférence de presse. Il a confirmé la priorité donnée à l'emploi et à la croissance, à la compétitivité et au dialogue social. C'est la base du pacte de responsabilité qu'il a annoncé. Il a confirmé l'objectif de réduction de la dépense publique, avec au moins 50 milliards d'économies entre 2015 et 2017. Il a confirmé aussi la nécessité d'une remise à plat de la fiscalité et des dépenses. Il a confirmé enfin l'objectif de baisse des prélèvements obligatoires. Et cela supposera évidemment de continuer à mener des réformes de structure dans l'État, mais aussi dans les collectivités locales et la protection sociale, pour faire mieux avec moins, pour pérenniser notre modèle et doter la France d'un État et d'un service public plus juste, plus simple et plus efficace. Mais qui s'en étonnera? Cet objectif a toujours été celui de la gauche. C'est ce que les Français retiennent de son histoire, c'est ce qu'ils attendent de nous. Non pas toujours plus de dépenses, comme on le croit trop souvent et à tort, mais des réformes de structure pour démocratiser, moderniser le service public, porter des droits nouveaux en faveur de l'égalité des chances, de l'intégration républicaine, conforter la protection sociale ou encore sécuriser l'emploi sur le marché du travail.
C'est ce type de réformes qui ont forgé la société dans laquelle nous vivons. Et c'est là que la gauche a toujours consacré le meilleur de son énergie. C'est là qu'elle s'est montrée à la hauteur de sa mission, qui est de porter une vision de l'avenir. Et 2014 sera résolument tournée vers l'avenir. Ce sera aussi une année européenne, avec un scrutin majeur pour l'avenir de l'Union et la poursuite par le président de la République de ses initiatives en faveur de la réorientation de l'Europe. Ce sera l'année de la transition énergétique, qui constitue un levier fondamental de transformation de notre modèle économique et social. Ce sera l'année de la décentralisation, avec pour objectif le développement économique de nos territoires et la maîtrise des dépenses publiques. Ce sera aussi l'année de la simplification pour les entreprises et pour les citoyens, l'année de la réforme pénale pour s'attaquer enfin aux racines de la récidive dans notre pays, l'année aussi d'une grande loi de solidarité sur l'autonomie. Bref, ce sera une année de modernisation qui mobilisera la puissance publique autour de projets d'avenir, fondateurs et porteurs d'une dynamique de changement et de progrès pour tous. Une année de mobilisation aussi pour tous les Français. Ce sont là de grands défis pour le pays. Et nous avons tous ici une responsabilité, qui est d'éclairer les choix de nos concitoyens, de parler vrai et de faire vivre une démocratie exigeante. C'est la condition pour que la France retrouve confiance dans sa force et dans son avenir. C'est le cap que le président de la République a fixé. C'est ma feuille de route. C'est celle de tout le gouvernement. Et vous me trouverez cette année encore entièrement dévoué à ma mission. Bonne année à vous encore, bonne année à tous et à vos proches et bien sûr à vos médias, cher Benjamin Sportouche, cher président. J'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes vos questions. Mais je le regrette, rassurez-vous, nous aurons toute l'année pour cela. 2014 ne fait que commencer. Bonne année. Voilà, vous venez de suivre en direct sur les chaînes parlementaires les vœux à la presse du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Nos invités pour analyser ce discours, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise et porte-parole du Parti socialiste. Également avec nous Hervé Guémard, bonsoir. Vous êtes député UMP de Savoie. Et Mickaël Zamès, notre journaliste. Alors Mickaël, peut-être un mot des vœux qui ont duré environ une vingtaine de minutes et qui se sont voulus concis. Il a balayé quand même les chantiers qui attendaient le gouvernement cette année. Oui, mais si on doit retenir une seule chose peut-être ce soir, c'est que Jean-Marc Ayrault est et reste pour l'instant le Premier ministre de la France. Il a dit j'aurai toute l'année pour en parler, toute l'année pour développer sa feuille de route qu'il a mis en place. Alors c'est vrai que juste un peu avant les fêtes, on avait dit pourquoi pas le remaniement, la question revenait très très souvent. Il y a eu cet appel d'air qu'il s'était donné avec une remise à plat de la fiscalité. Et puis là, aujourd'hui, le pacte de responsabilité qu'a lancé François Hollande et dont le Premier ministre fera partie, même si François Hollande a dit c'est moi le chef, c'est moi qui dirige et c'est moi qui vais donner l'impulsion, et bien Jean-Marc Ayrault en fera partie. Dès demain, il y aura une réunion très importante à l'Élysée sous l'égide du président de la République, mais avec Jean-Marc Ayrault. Et Jean-Marc Ayrault donc a voulu donner aujourd'hui un cap, peut-être simplement rassurer aussi les Français, dire voilà ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que nous ferons pour 2014, mais il met en garde également. La crise est toujours là. Et puis la crise, tout ne va pas bien, évidemment, Madame la Marquise, c'est évidemment, on l'aura bien compris au niveau de cette crise. Et puis il y a aussi la peur du repli sur soi. Et là, c'est un message qui est adressé, évidemment, en vue des élections municipales qui vont arriver et les élections européennes avec à chaque fois la peur du Front National. Et ça, on en débattra évidemment avec les hommes et femmes politiques autour de ce plateau. Mais ce qu'on peut vraiment dire ce soir, c'est qu'encore une fois cette semaine, il y a un mot qui revient, c'est ce fameux social-démocrate qui s'assume, cette nouvelle ligne éditoriale, si on pourrait dire, de ce gouvernement. Laurence Rossignol, que retenez-vous de cette intervention du Premier ministre ? Je retiens qu'après que le président de la République a donné la semaine dernière, enfin, mardi dernier, le cadre et le cap pour l'année qui vient, avec un engagement très fort autour du pacte de responsabilité, ce que le Premier ministre dit, c'est qu'il est aux côtés du président de la République, qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre lui et le président de la République, que pour évoquer les questions conceptuelles, le président de la République est social-démocrate, le Premier ministre est aussi social-démocrate, il le précise, et je vous rassure, le Parti socialiste l'est également aussi, mais tout ça me paraît être un débat un peu
théorique parce qu'il y a quand même longtemps qu'on sait que le Parti socialiste est un parti réformiste et qu'il appartient à la grande famille des sociodémocrates européens, même s'il cultive une petite spécificité. Donc il n'y a pas de révolution conceptuelle pour la gauche. En revanche, ce que le Premier ministre a passé comme message, c'est « nous sommes tous à la manœuvre et je suis le Premier ministre qui va conduire ce que le Président de la République a demandé, ce qu'il a indiqué. J'ai les outils conceptuels, j'ai les outils législatifs, j'ai la volonté politique et j'ai l'équipe ». Ce qui est effectivement nécessaire pour que les Français soient certains que le cap est tenu et qu'il est tenu par un équipage qui est au travail ensemble. Hervé Guémard, vous, que retenez-vous de cette intervention? Je l'ai d'ailleurs trouvé toujours aussi terne sur la forme et sur le fond. C'était, je trouve, un peu longuet, pour tout dire les choses, et puis on n'a rien appris de nouveau. Alors, si on a quand même appris des choses. La première, je cite, « La France, depuis 2008, traverse la crise la plus grave de l'après-guerre ». On est heureux de l'apprendre aujourd'hui, parce que quand M. Ayrault était président du groupe socialiste à l'Assemblée, M. Hollande, premier secrétaire du PS, puis candidat à la présidentielle, on mettait tout sur le dos du gouvernement et du président de l'époque, François Fillon et Nicolas Sarkozy, et la crise, évidemment, n'existait pas, et le gouvernement de l'époque l'avait aggravée. Donc on est très heureux de l'apprendre. Sur la social-démocratie, c'est des querelles sémantiques qui n'intéressent pas beaucoup les Français, mais c'est quand même étrange parce que Michel Rocard, qui est très facétieux, chaque fois qu'il vient à l'Assemblée nationale, être auditionné par une commission parlementaire, il se tourne vers les députés socialistes et leur dit « Mes chers collègues sociodémocrates », et il y en a la moitié qui s'étrangle. Donc je ne suis pas sûr que la social-démocratie soit la chose au monde la plus partagée au Parti socialiste. Pour le reste, pour l'instant, ce sont paroles, paroles, paroles. Parce que depuis 18 mois, c'est d'abord le matraquage fiscal, le dos tourné aux engagements qu'avait pris le président Hollande, enfin le candidat Hollande. Vous savez, moi, président de la République, j'aurai un comportement exemplaire. Moi, président de la République, jamais les députés socialistes ne seront reçus à l'Élysée ou à Matignon, alors qu'on apprend qu'ils le sont, parce qu'on dit que les vœux ne seront présentés qu'aux parlementaires de la majorité. Donc, on sent qu'on a un gouvernement et un pouvoir qui est en perdition, qui essaye de se raccrocher aux branches. Donc pour l'instant, ce sont des paroles. Et moi, j'attends de voir tout au long de cette année, sur les grands chantiers, la transition énergétique, la décentralisation, la réforme pénale, l'autonomie des personnes âgées. Il y a de très beaux sujets de débat et de construction pour l'avenir. Ah ben oui, mais ça fait longtemps qu'on l'attend tout ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend, mais quelle substance? Par exemple, sur la décentralisation, depuis un an, on a vu tout et le contraire de tout. Au Sénat, à l'Assemblée, des amendements du gouvernement. Laurence Rossignol, sur cette question de la décentralisation, il a juste dit qu'il serait question d'aménagement des territoires et de maîtrise des dépenses publiques par les collectivités territoriales. Est-ce qu'on n'attendait pas un peu plus d'éclaircissement sur justement ce que veut faire le gouvernement après des annonces un peu contradictoires sur le regroupement de régions et les suppressions de départements ces dernières 48 heures? Il y a une première phase qui est engagée, qui est celle des métropoles, de la mise en place des métropoles, qui va être très importante parce que dans les années qui viennent, le territoire va s'organiser aussi en fonction et autour des métropoles. Et je crois que le président de la République et le Premier ministre ont bien fait de ne pas aller plus précisément dans le sujet. Il y a une première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête de penser les schémas d'organisation territoriale identiques pour la France entière. Les territoires sont diversifiés. On ne peut pas plaquer les mêmes schémas partout. Entre ce qui s'est passé dans le Rhône, avec le Conseil général, une espèce de fusion du Conseil général et du Grand Lyon, c'est parfaitement adapté. Avec une harmonie entre Michel Mercier et Gérard Collomb. Hein. Mais à la limite, c'est presque secondaire. Ça. Ce qui est important, c'est que il y a une harmonie entre un élu socialiste et un élu de droite. Ok, mais ce qui est important, c'est que deux collectivités sont réunies pour travailler ensemble. Mais pour tout le bien que j'en pense, ce n'est pas duplicable dans l'ensemble des territoires. Il y aura une organisation pour les métropoles, en particulier une pour l'Île-de-France. Moi, je suis dans une région où il n'y a pas de métropole, par exemple. Amiens n'est pas une métropole. Amiens est une préfecture de région. Et ma région n'est pas tournée de la même façon vers la capitale, vers la préfecture de région. Et dans ces départements-là, c'est le Conseil général qui joue le rôle de métropole. C'est-à-dire qui impulse la politique. Donc, et les régions qui
coordonnent et voient l'avenir. Les uns font les dépenses sociales, les autres voient l'avenir. Il va falloir adapter selon les territoires, les besoins, les spécificités, ce qui a déjà été fait, ce qui est engagé. Et on ne peut pas revenir en arrière partout. Voilà. Mais je voulais juste dire un mot peut-être à M. Guémard sur... D'abord, le président de la République ne s'est jamais engagé à ce que les parlementaires n'aillent pas à Matignon. Et fort heureusement, les parlementaires... Ils y vont. Non mais fort heureusement, les parlementaires vont à Matignon. Vous-même, vous y allez probablement. Mais moi, ça me choque pas. Non mais c'est bien, mais c'est bien normal. Ce que je trouvais incroyable, c'est que le candidat Hollande dit ça. Parce non mais il s'est jamais engagé pour Matignon. Il est scandaleux que les députés... Il s'est jamais engagé pour Matignon et il est bien normal que les parlementaires aillent à Matignon. Nous avons tous des dossiers à y défendre et des discussions à avoir, y compris ceux d'opposition. Ils vont, je le sais. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est vous ironisez sur la crise. Qui s'était rendu compte de la crise et qui s'était pas rendu compte de la crise. Moi, je voudrais pas polémiquer parce qu'on a besoin de réunir nos forces dans la période qui vient. Mais il ne faut pas qu'on s'envoie non plus à la figure ce genre de choses. Si je vous écoute, vous nous dites, enfin, sous le gouvernement Sarkozy, on avait pris la mesure de la crise et vous ne l'aviez pas prise. Ce gouvernement Sarkozy a augmenté de 170 milliards les dépenses publiques, a creusé de 600 milliards les déficits publics. Soit vous aviez pris la mesure de la crise, mais vous n'aviez pas envie d'agir, soit vous ne l'aviez pas totalement prise non plus, soit vous avez fait des politiques qui de toute façon n'ont pas permis de régler la crise. Suffisamment pris la mesure de la crise avec des prévisions de croissance de plus 1% en 2014. Oui. On a entendu Jean-Marc Ayrault, pour lui, la France est en passe de s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop optimiste comme prévision de croissance? Non, écoutez, je crois que 1%, c'est un objectif qui est probablement l'objectif qu'on aura pendant de nombreuses années. 1% de croissance, c'est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est un monde fini, on ne retrouvera pas les croissances qu'on a connues auparavant. Ces croissances-là sont dans des pays qui sont les pays émergents. 1% de croissance, c'est ce dont on a besoin pour appuyer et lancer la politique que nous allons conduire. Mais ce qui est important, c'est surtout que ce pacte de responsabilité, c'est qu'il réussisse et qu'il engage tout le monde. Et ça peut être un pacte vertueux, ça doit être un pacte vertueux. Ça suppose plusieurs choses, qu'il y ait un peu d'union nationale, des forces économiques et des forces politiques autour de la volonté de réussir. Je pense que personne n'a intérêt à jouer l'échec, à jouer perdant, à jouer le gouvernement perdant pour la réussite d'élections suivantes. Alors justement, Hervé Guémard, sur ce pacte de responsabilité. Parce que l'union, il faut la faire partout. Je vous cite un exemple précis. Je suis président du Conseil général de la Savoie. Nous avons fait un débat d'orientation budgétaire il y a quelques semaines. Nous allons voter notre budget dans une dizaine de jours. L'opposition socialiste a dit qu'elle ne voterait pas le budget. Je ne demande pas de le voter, au moins de s'abstenir, parce que nous n'augmentions pas les impôts. Et donc le porte-parole du PS, François Rieu, d'ailleurs dans l'opposition départementale, il y a un ministre du gouvernement, ancien sénateur, Thierry Repentin, disent il faut que vous augmentiez les impôts de 10%. Et moi, je ne suis pas d'accord pour augmenter les impôts de 10%. Je me dis qu'il y a d'abord des économies à faire. J'ai fait exactement ce que M. Hollande a dit le jour de ses vœux. Mais moi, je l'ai fait avant, puisque le DOB était début décembre. Donc, il faudrait que tout le monde accorde ses vœux. Les socialistes ne jouent pas le jeu sur le terrain en région. Hervé Guémard, est-ce que ça veut dire que les députés UMP ne voteront pas la confiance au gouvernement lorsqu'il s'agira de voter le pacte de responsabilité? On ne va pas voter la confiance au gouvernement. Il ne faut pas nous demander ça. Mais ce qui est vrai, c'est que sur les textes qui seront examinés dans l'année, nous les examinerons au cas par cas. Et moi, à titre personnel, je ne suis pas là pour engager l'UMP. Je n'exclus pas de voter certains textes s'ils vont dans la bonne direction et s'ils sont d'accord avec ce que je défends. Sur le pacte de responsabilité ? On verra. Moi, je ne sais pas ce que c'est le pacte de responsabilité pour l'instant. Il n'y a pas de loi qui est venue au Parlement. Il faudrait peut-être faire un collectif budgétaire d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est un flou total. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Donc, attendons de voir. Sur la confiance, on va peut-être savoir si la gauche aussi, toute la gauche, votera cette confiance à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je distingue toute la gauche et la gauche gouvernementale. Pas pareil. Voilà, ce n'est pas pareil. Et on est au Sénat assez bien placé pour savoir que ce n'est pas exactement pareil. Je n'ai pas de souci sur la gauche gouvernementale qui votera la confiance. Mais je voudrais dire une chose, je ne crois pas que l'engagement de la confiance n'est pas un moyen de contourner des difficultés de majorité parlementaire. À l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire est unie, le gouvernement a une majorité, à la majorité absolue. Mais c'est un moyen de poser un acte politique fort et justement de s'engager et de mobiliser les parlementaires sur quelque chose de nouveau. C'est comme une nouvelle déclaration de politique générale, un engagement de la confiance. Mais je crois qu'il ne faudrait pas se tromper. Vous ne donnez pas vraiment le choix non plus, c'est-à-dire qu'il faut voter cette confiance au prix, parce que c'est le président de la République. Hérault devrait faire attention, parce qu'il y a eu un Premier ministre, il y a bien longtemps, qui a engagé la confiance, qui a eu une très forte confiance, et un mois après, il n'était plus Premier ministre, c'était Jacques Chaban-Delmas. Avec la nouvelle...
Nouvelle France. Non, mais je pense que Jean-Marc Ayrault n'est pas inquiet. Je pense que justement les vœux du Premier ministre doivent nous permettre de nous émanciper un peu de cette question un peu récurrente de remaniement par remaniement, quand visiblement c'est pas le sujet dans les mois qui viennent. Donc parlons d'autre chose. Mais je voulais dire une chose sur le pacte de responsabilité, c'est qu'il interpelle bien sûr l'opposition, mais c'est surtout avec les forces économiques qui va être passé, avec les entreprises. Et il est important que ce pacte de responsabilité soit un pacte vertueux, c'est-à-dire que pour qu'il soit soutenu par les Français, il faut que les engagements soient pris et que les contreparties soient prises. Et que ce ne soit pas un pacte diabolique. Le pacte diabolique, c'est celui dans lequel les entreprises prennent les baisses de cotisation et les affectent à l'actionnariat ou à l'augmentation des salaires des dirigeants. Le pacte vertueux, c'est un pacte dans lequel les baisses de cotisation vont à l'investissement et pour préparer l'emploi et au salaire quand c'est possible. Et c'est là-dessus que ce sera très important, parce que on ne fera pas ce pacte de responsabilité simplement entre le gouvernement et le MEDEF. Ce pacte, pour qu'il marche, doit être un pacte entre les organisations syndicales, les organisations patronales, le gouvernement et les négociations commencent les d'ailleurs Français. demain, les discussions. Alors peut-être Hervé Guémard sur la méthode qui a été vantée par le Premier ministre, sur cette méthode de dialogue. Eh bien, Jean-Marc Ayrault a dit: nous prouvons que le pays peut se réformer dans le dialogue. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a eu des avancées justement grâce au dialogue entre syndicats et patronat depuis l'élection de François Hollande. Le dialogue social ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu sous toutes les majorités et tous les quinquennats, fort heureusement, des accords entre les partenaires sociaux et le gouvernement pour faire avancer les choses. Je veux dire, ce n'est pas une marque de fabrique de ce gouvernement. Pour le reste, le pays est dans une situation difficile. Moi, je suis très heureux de voir que M. Hollande et M. Ayrault atterrissent sur la situation de la France, et je les jugerai sur pièce, tout simplement. Pour l'instant, on est dans une espèce de brouillard, et j'attends que le brouillard se dissipe pour, au cas par cas, sur chaque sujet, me prononcer. Comme je le disais tout à l'heure, si les réformes vont dans le bon sens, ben c'est très bien, ce sera tant mieux pour la France. Mais entre-temps, et je regrette que cela ait pris autant de temps, M. Hollande a mangé son chapeau. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Je partage absolument pas ce point de vue. Je crois que cette histoire de virage ou d'atterrissage est erronée. Il y a une continuité dans ce que fait le gouvernement. D'abord sur le dialogue social. Alors, bien sûr, il n'est pas né en 2012, mais vous me considérez qu'il avait été quand même très suspendu et totalement interrompu pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc nous avons repris le dialogue social et on a eu des résultats. L'accord interprofessionnel, l'ANI, la réforme de la formation professionnelle qui va venir au Parlement, qui pour le moment est un accord, la réforme des retraites. La question du financement des syndicats à cette occasion ou pas? Non, mais la réforme des retraites, je ne suis pas sûre que ce soit une condition de la réussite de la relance et du redressement productif. Ah, si. Non, ça c'est plutôt des sujets de sectarisme. Merci Laurence Rossignol, merci Hervé Guémard, merci Mickaël d'avoir été donc nos invités sur ce plateau. Vous avez pu suivre en direct sur les chaînes parlementaires les vœux à la presse de Jean-Marc Ayrault. Tout de suite, la suite de nos programmes. Très bonne soirée à tous.